Voilà, on est prête pour cette première table ronde. Merci pour tous ces mots d'introduction. Donc cette première table ronde sur féminisme et mobilisation au travail. Parce que comme vient de le rappeler Michel Lallemand, les premiers travaux de Margaret Mahoney ont porté sur les liens justement entre féminisme, mouvement féministe et mobilisation au travail, et particulièrement les grèves. C'est le cas spécifiquement dans ses deux premiers ouvrages. D'abord, sa thèse qui est publiée en 1979 sous le titre Les syndicats à l'épreuve du féminisme, où Margaret Mahoney a analysé ce qu'elle avait appelé un moment historique de convergence conflictuelle entre syndicalisme et féminisme dans les années 70. Notamment, elle observait cette convergence conflictuelle à travers les groupes femmes dans les entreprises ou les commissions femmes dans les syndicats. Même si elle observait, elle constatait que cette convergence conflictuelle restait une rencontre inachevée. Dans son deuxième ouvrage, qui a aussi été évoqué avec Annie Borzex, Le temps des chemises, elle restituait l'expérience d'une grève de femmes dans l'industrie textile du Nord-Pas-de-Calais. Et elle montrait les incidences biographiques de cette grève sur ces ouvrières et les déplacements des normes de genre qu'elle avait pu produire. Alors, ces premiers travaux de Margaret Mahoney donc ont permis d'établir un résultat fort qui a été central dans la sociologie du genre, du travail et de l'emploi de Margaret Mahoney. La sphère professionnelle est un lieu privilégié pour les femmes de prise de conscience des inégalités qu'elles subissent. Des inégalités qu'elles subissent au travail, mais aussi, notamment par le partage d'expériences entre femmes que permet le monde du travail, des inégalités qu'elles subissent au foyer. Donc le travail, pour Margaret Mahoney, et je pense que beaucoup d'entre nous partageons ce constat, est une source d'émancipation pour les femmes, parce qu'il autorise évidemment, quand il y a un accès à l'emploi, une autonomie économique, mais c'est aussi une source d'émancipation pour les femmes, parce que le travail et l'emploi permettent l'émergence de revendications féministes individuelles et collectives. Donc, il était évident pour nous d'ouvrir ce colloque des 30 ans du MAGE avec cette première table ronde qui interroge l'actualité des liens entre féminisme au pluriel et mobilisation au travail. Comment les évolutions du marché du travail et les contextes politiques affectent les mobilisations des femmes et la diffusion des idées féministes dans les contextes professionnels. Et parallèlement, comment les renouvellements des mobilisations féministes au fil des générations sont susceptibles de transformer les rapports de genre au travail. Donc les 4 interventions de cette table ronde à 5 voix permettront d'éclairer différentes facettes de ces questions très larges. Fanny Callot, tout d'abord, historienne à l'Université Paris-Créteil, interrogera les liens entre travail productif et travail reproductif dans les mobilisations féministes en France comme ailleurs. Puis Sarah Barrière, sociologue à l'EHESS, et Abir Krefa, sociologue à l'Université Lyon 2, développeront les apports d'une lecture genrée, de la révolution tunisienne de 2011, notamment à travers ses effets sur les mondes du travail populaire et le renouvellement du féminisme tunisien. Élodie Tuaillon-Ibon, avocate au barreau de Paris et doctorante en droit public, reviendra ensuite sur les avancées obtenues par les féministes dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, mais aussi le maintien des freins à ces luttes du côté des tribunaux, mais aussi du côté des organisations syndicales. Enfin, Geneviève Pruvot, sociologue au CNRS, reviendra sur les façons dont l'écoféminisme peut participer à refaçonner les engagements des travailleuses à partir des modes de vie et de mouvements sociaux peut-être ancrés moins sur l'emploi que sur des territoires. Nous vous passons la parole, vous avez très peu de temps à chaque fois, nous nous en excusons. Merci beaucoup. Alors, effectivement, voilà, moi, c'est en tant que historienne que je vais revenir un petit peu sur ces aspects et puis,
La première chose que je voulais souligner, c'est dans le prolongement de ce que vient juste d'évoquer Alban, c'est que j'ai été très inspirée, bien évidemment, ayant travaillé sur les ouvrières depuis 1968 par tout le travail de Margaret dans le cadre de ma thèse, et notamment une question qu'elle a posée, qui n'a pas encore été évoquée jusqu'à présent, qui est la question du féminisme ouvrier, c'est-à-dire elle parlait dans les syndicats l'épreuve du féminisme de l'idée d'un féminisme ouvrier. Une question qui m'a beaucoup interrogée dans le cadre de ma thèse, et pas seulement moi d'ailleurs, puisque j'ai écrit un article à ce sujet avec une collègue sociologue, Ève Meuret-Canfort, à partir d'un terrain commun, où justement on interroge en fait cette conceptualisation, et c'est par ailleurs, il me semble, une conceptualisation qui aujourd'hui pose question et participe aussi des renouvellements en sciences humaines et sociales autour de se dire, ne pas se dire féministe, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme, comment on se dit féministe, de quelle manière, et il me semble que donc ces questions ont été déjà posées par Margaret à propos donc de ses recherches sur les ouvrières. Alors aujourd'hui, je continue de travailler sur les femmes des classes populaires et globalement sur leur mobilisation au travail. Je vais y revenir. Toujours d'ailleurs sur des femmes qui globalement ne se disent pas féministes. Mais j'ai élargi en fait l'approche puisque je m'interroge maintenant sur une notion qui circule beaucoup dans les sciences humaines et sociales, qui est la notion donc de travail reproductif. Alors, un petit moment de définition, puisque effectivement, on peut peut-être l'appréhender de différentes façons. La manière dont moi je l'entends en tous les cas, c'est le travail reproductif. C'est donc le travail qui concourt à la production et à la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire qui permet de retourner travailler le lendemain, qui permet aussi de se reproduire de génération en génération. Par rapport à la notion de travail domestique, qu'on connaît peut-être mieux, en tout cas en France, parce que c'est pas forcément le cas dans d'autres dans d'autres pays, l'idée de travail reproductif, c'est justement d'envisager à la fois donc le travail domestique, c'est-à-dire celui qui est effectué dans la famille de façon non rémunérée, et celui qui est effectué dans la sphère professionnelle, mais de façon donc déqualifiée du fait de l'assignation aux domestiques, une question qui était déjà posée par Margaret et qui a été évoquée tout à l'heure par Michel Lallemand, l'idée de la naturalisation des compétences qui s'opère dans la sphère professionnelle et qui explique dans tout un tas de métiers les bas salaires, la déqualification, une question qui est très dénoncée déjà même dans les années 70 et bien sûr qui fait l'actualité en permanence quand on voit par exemple les mobilisations des AESH, les mobilisations des ATSEM, mais bien sûr tout un tas de mobilisations des métiers dits du lien, du soin, du care, etc., etc. Alors, mon dernier travail, en fait, a consisté à me poser en fait la question de la manière dont finalement les mouvements sociaux ont participé à redéfinir la partition du travail reproductif dans sa dimension rémunérée et non rémunérée depuis 1945 sous l'influence des féminismes et du coup à me demander finalement comment en fait aussi ces questions-là se répercutent dans les organisations. Alors pour le dire très clairement, peut-être cette problématisation elle paraît un peu perchée ou pas très claire, pas très évidente. Concrètement, quand on se mobilise, par exemple, pour l'ouverture d'une crèche dans un quartier populaire, on fait passer le travail reproductif de sa dimension non rémunérée, assumée dans le cadre du domestique, dans le cadre de la famille, à une dimension rémunérée, à une forme d'institutionnalisation qui, bien sûr, change dans le temps et puis d'ailleurs qui peut aussi conduire à une forme de marchandisation. On pourrait y revenir, mais du coup, on change finalement la partition du travail reproductif dans sa dimension non rémunérée et rémunéré. C'était tout l'objet donc de mon travail qui a donné lieu donc à un livre qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Mobiliser, une histoire féministe des contestations populaires où globalement, pour résumer peut-être un peu rapidement, je reviens sur les mobilisations des femmes des classes populaires depuis leur travail reproductif, c'est-à-dire non pas seulement en tant que professionnelle, mais également en tant que, par exemple, mère de famille, épouse, etc., etc., sur la base de leur travail domestique. Et donc, l'idée, c'est de renouer
aussi avec tout un tas d'élaborations qui avaient pu être au cœur des réflexions féministes aussi des années 1970, hein, qui entendaient justement poser la question de l'organisation du travail dans son ensemble et non pas seulement hein, justement la question par exemple des carrières des femmes sur le marché du travail dans le cadre du travail professionnel, une question qui d'ailleurs aussi était très présente hein, dans les recherches de Margaret. Alors, je ne vais pas forcément trop détailler hein, sur du coup les différents points que j'ai pu travailler sur ces questions, mais pour vous donner une idée et peut-être incarner les différentes dimensions que j'ai travaillées, puisque je me suis donc attachée à parler de différents types de mouvements sociaux. J'ai par exemple étudié la mobilisation donc les mobilisations donc de femmes dans le cadre de la JACF, donc la jeunesse agricole catholique féminine après 1945, qui du coup dont l'ambition était justement d'organiser les femmes dans le monde rural hein, sur la base d'une pédagogie qui est propre à l'action catholique spécialisée, qui est le voir, juger, agir, c'est-à-dire enquêter sur ce qui se passe, se positionner et essayer de modifier un peu justement ce qui se joue dans le monde dans lequel on est en réalité. Alors bien sûr, la JACF, hein, donc c'était une organisation comme la JOC, hein, peut-être que plusieurs personnes connaissent davantage la JOC que la JOC ou la JOCF que la JACF, mais donc c'était une organisation catholique hein, avec toute une approche morale, mais il me semble vraiment intéressant de voir comment cette organisation en réalité qui visait à moderniser les campagnes, mais en même temps à libérer la femme hein, dans une conception naturalisante, hein, complémentaire, naturalisante entre les hommes et les femmes. On est après 45, on est entre 45 et la fin des années 60, hein, donc on n'est pas du tout on est dans une autre période historique, mais néanmoins cette JACF en fait, elle essayait justement d'enjoindre ces femmes à jouer un rôle fondamental dans l'investissement, par exemple, non seulement dans l'investissement dans des machines, mais également on pouvait penser par exemple l'investissement aussi dans le cadre de la maison, dans le cadre du foyer, dans le cadre du petit électroménager par exemple. Donc il y a tout un travail qui est fait par la JACF de convaincre les femmes de leur rôle dans les exploitations agricoles, de leur rôle du point de vue de justement l'argent, de leur rôle en tant que gestionnaire, encore une fois, en tant que ministre de la famille, comme le dirait Michel Perrault. Mais voilà, c'est tout à fait explicite dans ces élaborations. Un autre point que donc j'évoque et qui rend compte aussi un peu des répercussions finalement que ces questions peuvent avoir dans les organisations, par exemple syndicales professionnelles, c'est que, donc, et là encore, je pense que c'est aussi des travaux qui pourraient tout à fait intéresser Margaret, c'est le rôle non pas seulement des ouvrières, mais en fait aussi des femmes d'ouvriers ou des femmes de grévistes qui, dans l'histoire, hein, ont joué des rôles absolument fondamentaux dans le maintien, la poursuite, voire la victoire en fait hein, d'une grève, c'est-à-dire en assurant justement tout un tas de travail domestique au quotidien pour justement favoriser le fait que cette grève elle tienne. Et donc, je suis tombée un peu par hasard sur un grand débat qu'il y a eu à la CFDT en 1979, qui révèle hein, aussi voilà, les discussions de l'époque autour de la syndicalisation de ces femmes de grévistes, à partir de l'exemple de l'Alstom, hein, donc à Belfort, où donc les femmes de grévistes ont accompagné leur mari pendant plusieurs mois durant cette grève et demandent à être organisées en tant que femmes de grévistes à la CFDT. La CFDT le refuse, considérant que ce rôle-là, en réalité, ne peut pas être le support de leur syndicalisation, puisque, d'un certain point de vue, elles ne travaillent pas réellement. Et donc, ça ne peut pas véritablement constituer, ça ne peut pas leur permettre finalement de se syndiquer. Alors, elles argumentent, elles expliquent que, par exemple, elles ont le droit de se syndiquer si elles gardent les enfants des autres, mais elles n'ont pas le droit de se syndiquer si elles gardent leurs propres enfants, etc., etc. Bon, alors, ça ne fonctionne pas, hein, elles ne sont pas autorisées à s'organiser collectivement, en tous les cas, dans le cadre de la CFDT, à ce moment-là, simplement pour dire que, voilà, elles défendent l'idée qu'elles font
partie de la classe ouvrière au même titre que leur mari, qu'elles vivent leurs conditions de travail au même titre que leur mari d'un certain point de vue, leurs répercussions du point de vue du revenu familial, etc. etc. Mais voilà, ça ne suffit pas et ça ne fonctionne pas, mais ça révèle ce... Ah bah, je pensais que... Ouais. Bon, voilà, en tous les cas, j'ai essayé d'incarner 2 exemples. Et donc, pour terminer sur un point, c'est des questions aussi qui, aujourd'hui, alimentent, hein, donc je pense que peut-être des collègues y reviendront juste après, mais des recherches, y compris ailleurs, comme c'était précisé. Je reviens donc tout juste d'un séjour en Argentine, où je suis allée du coup dans le cadre d'un projet de recherche qui porte sur travail reproductif et quartier populaire depuis le milieu du XXe siècle. Et ces questions-là, elles sont également envisagées justement dans les luttes des femmes en Argentine, même si il est peut-être davantage question là-bas de cuidado, qu'on ne peut pas vraiment traduire par care, mais voilà, j'ouvre cette réflexion. En tout cas, c'est des approches qui aujourd'hui suscitent un renouvellement aussi des luttes, hein, l'idée de cuidado, enfin prendre soin, mais qui donc, pour le coup, contrairement à la notion de care, sont appropriées dans les mobilisations. Je n'irai pas plus loin. Du coup. Bonjour à toutes. Et tout d'abord, merci beaucoup aux organisatrices de ce colloque et particulièrement Alban et Sophie pour cette table ronde. Merci de nous donner l'occasion de présenter l'ouvrage collectif que Sarah Barrière et moi-même avons coordonné avec Saba Le Renard et que nous avons publié aux presses universitaires de Lyon et qui est intitulé donc Le genre en révolution. Notre ouvrage traite de presque tous les pays du Maghreb et du Moyen-Orient qui, à partir de décembre 2010, ont connu des crises politiques, révolutionnaires ou non. Donc ces pays, c'est le Yémen, la Syrie, l'Égypte, la Tunisie, le Soudan, Bahreïn et le Liban. Il rassemble des contributions de chercheuses fondées sur des enquêtes de terrain et des entretiens analytiques avec des militantes. L'objet transversal de notre livre consiste à croiser 2 sous-champs de la recherche qui ont été jusqu'ici assez disjoints, la sociologie des crises politiques et des révolutions d'une part, et la sociologie du genre d'autre part. Contre les approches gender-blind, souvent adoptées par nos collègues qui traitent des révolutions et des crises politiques, nous y défendons l'idée que le genre est une catégorie d'analyse indispensable pour expliquer aussi bien le déclenchement de ces processus politiques que leur dynamique et leur issue. Et alors que nos collègues chercheuses féministes appréhendent plutôt les transformations du genre sur le temps long ou sur le moyen terme, il nous a semblé que ces processus politiques permettent justement d'envisager des transformations du genre sur le court terme. Nous allons donc essayer de synthétiser à grands traits les résultats de cette deuxième interrogation en centrant notre propos sur le cas tunisien, parce que c'est justement en Tunisie que Sarah et moi-même avons mené nos enquêtes de terrain respectives à partir de 2014. Sarah sur les mondes du travail en ébullition qu'elle a analysé à l'aune du genre, et moi-même à propos des mouvements féministes et LGBT avant d'élargir l'objet aux reconfigurations du genre à la faveur de la Révolution. Vous vous souvenez peut-être que le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, une ville jusque-là presque totalement inconnue du monde entier, un mouvement de protestation au départ localisé et sectorisé émerge avant de s'élargir à plusieurs villes et régions du pays pour conduire à la fuite du président au pouvoir depuis 3 décennies, à la libéralisation des champs associatifs et partisans et à la formation d'un espace des mouvements sociaux. Jusqu'au coup d'État contre-révolutionnaire du 25 juillet 2021, l'actualité protestataire du pays a été extrêmement dense. Des féministes et des membres des minorités sexuelles et de genre prennent part de manière active très tôt
au mouvement de protestation dès décembre 2010, mais sans identité politique propre. Et elles le font dans le cadre du mouvement qui cible les institutions du régime autoritaire, en particulier le parti unique et la police. Lorsque la révolution se produit, la Tunisie compte 2 associations se réclamant explicitement du féminisme, associations qui ont été fondées par la génération issue de la crise politique précédente, celle des années 1970, qui avait culminé avec la grève générale de 1978. Ce sont des militantes de cette génération qui, en janvier 2011, initient les premières actions collectives pour les droits des femmes, peu de temps après la fuite de Ben Ali, pour que les intérêts des femmes ne soient pas écartés une fois le mouvement révolutionnaire terminé. Dans les rues et les institutions élues auxquelles certaines accèdent, sont à leur portée des revendications de longue date comme la représentativité politique des femmes avec la bataille de la parité, la loi cadre sur les violences faites aux femmes et l'égalité juridique entre les sexes dans le code du statut personnel qui régit les droits et les obligations dans le couple et la famille. Donc, ces revendications ont été, je l'ai dit, le fait de féministes de la génération des années 1970, mais auxquelles d'autres se sont jointes, qui se sont politisées au cours du processus révolutionnaire. Le mouvement féministe tunisien a en effet été considérablement transformé par la révolution. Il s'est élargi et diversifié, avec la formation d'un grand nombre d'associations et de collectifs, sous des effets en partie contradictoires. Ces effets, c'est d'un côté la perception de menaces sur les droits des femmes, avec la légalisation du parti islamiste et avec l'élection en octobre 2011 d'une assemblée constituante qui compte une majorité relative de députés islamistes. Mais il faut y ajouter l'expérience extraordinaire des mobilisations multisectorielles, avec en particulier les occupations, les très longues occupations diurnes et nocturnes de places publiques à Tunis et dans d'autres villes. Parce que la révolution s'accompagne d'un certain nombre de pratiques complètement improbables en temps ordinaire, elle favorise une dénaturalisation de l'ordre du genre. Ces 2 effets, donc perception de menace d'un côté et dénaturalisation du genre de l'autre, ont précipité l'entrée dans le mouvement féministe au cours de la Révolution de nouvelles recrues et produit des conversions au féminisme. Toute une génération a notamment été façonnée par le mouvement révolutionnaire. Une génération qui a fondé des associations et des collectifs défendant les droits des minorités sexuelles et de genre, là où la génération précédente n'envisageait pas le passage de frontières du genre et cherchait plutôt à réformer le couple et la famille hétérosexuelle. Des institutions qui ont d'ailleurs été, dans beaucoup de cas, traversées et secouées par la Révolution. La génération féministe issue de la Révolution a aussi accentué la critique des logiques patriarcales des organisations et des milieux militants de gauche et d'extrême gauche dont elles sont proches ou au sein desquels beaucoup militent. Elles ont négocié et introduit de nouvelles pratiques dans les mouvements mixtes concernant les horaires et les lieux de réunion, concernant les modalités de prise de décision et ont cherché à négocier une division du travail qui ne soit pas sexuée ou qui soit moins sexuée. L'ensemble des militantes féministes et ou LGBT que j'ai évoquées font partie des différentes couches de la bourgeoisie urbaine, allant de la petite à la moyenne, mais la dissémination et la réappropriation d'idées et de pratiques féministes a aussi concerné les milieux populaires, et c'est ce que Sarah va aborder. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie également les organisatrices pour cette invitation. Alors, dans la continuité de la présentation de Abir, la reconfiguration des rapports de genre, notamment à travers la mise en place de pratiques entre femmes et la réappropriation d'idées féministes, est notamment passée dans les milieux populaires par leur engagement dans les conflits du travail.
Au cours de la révolution tunisienne, dans les entreprises, des zones industrielles, des villes et des campagnes, dans les organisations syndicales, dans les forums sociaux mondiaux, etc., les travailleuses ont pris part au processus révolutionnaire à travers des mouvements de grève sans précédent. Leurs revendications étaient à la fois économiques et démocratiques, telles que l'amélioration des conditions de travail, la revalorisation des salaires, un emploi stable, le droit à la sécurité sociale ou encore la liberté syndicale. Elles étaient également morales, contre les humiliations et les marques d'irrespect, souvent sexistes et racistes, en somme, pour la dignité. Le répertoire d'action était composite. Si la grève demeurait substantielle, de nombreuses autres modalités de lutte ont été employées. Ces conflits du travail ont touché tous les secteurs d'activité et particulièrement les travailleuses de la sous-traitance internationale, jusque-là aux marges de l'action protestataire. Dans de nombreuses usines de la sous-traitance internationale, notamment dans les secteurs du textile ou de l'électronique, la main-d'œuvre est composée à 80 voire 95% de femmes, formant ainsi, selon l'expression de Fanny Gallo et d'Ève Meuret-Camfort, des groupes de femmes à grande échelle. En l'absence d'hommes pour occuper les positions de représentation dans les syndicats ou mener la grève, certaines travailleuses sont à l'initiative de l'organisation de collectifs de travail ou prennent la tête de leur syndicat d'entreprise au cours de la Révolution. Dans ces collectifs exclusivement ou quasi exclusivement féminins, les militantes s'organisent en prêtant attention aux contraintes de genre, notamment liées à leur mobilité ou au travail reproductif, souvent sous des modalités plus horizontales et cherchant à largement diffuser l'information syndicale auprès du collectif de travailleuses. Ce type de pratique a également été observé par Margaret Maruani dans les grèves de femmes post-68 en France et analysé comme les règles d'un fonctionnement collectif anti-autoritaire établi en réaction contre les limites que leur imposait le mode de relation autoritaire qu'elles subissaient dans les familles. Exclues jusqu'alors de tout rôle politique au sein de l'usine, les ouvrières se sont ainsi autorisées le droit de citer. Il est revenu aux syndicalistes de rénover les environnements de travail et de se porter garante du respect des droits de leurs collègues, endossant alors un rôle primordial dans l'entreprise, celle de défendre les ouvrières. Si leurs revendications, comme dans les autres usines, concernaient les salaires et les conditions de travail, elles ont également mis à l'agenda des revendications qui les concernaient directement, comme le droit à l'allaitement, le congé maternité ou encore la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans les moments de conflits collectifs récurrents au cours de cette période mouvementée et à travers leur participation aux grèves, aux manifestations ou encore aux occupations d'usines, les travailleuses ont questionné leur assignation au travail reproductif et ont considérablement élargi leur mobilité. Les ouvrières exprimaient également un sentiment de puissance acquis à travers la prise de parole, alors que la prise de parole demeure plutôt un privilège masculin. Les syndicalistes ont investi des espaces où les femmes de milieux populaires n'étaient quasiment pas représentées, et ce notamment à l'occasion d'interviews médiatiques ou encore de rencontres institutionnelles. Ces formes d'engagement ont alors favorisé une intense politisation et la formation d'un capital militant qui ont eu des effets sur l'ensemble de leur sphère de vie. Car ce n'est pas sans heurts que les ouvrières se sont engagées de la sorte dans le mouvement syndical. Dans les moments de lutte collective, elles ont transformé l'espace domestique, public, usinier en terrain d'affrontement avec le pouvoir patronal, syndical et familial. Les ouvrières et les syndicalistes sont en effet heurtés à l'ordre usinier patriarcal incarné par le patronat, qui les renvoyait à une prétendue spécificité féminine ou instrumentalisait les rapports de genre pour préserver l'ordre établi. Lorsqu'elles ont pris des positions à responsabilité dans les syndicats d'entreprise, elles ont également dû composer avec les normes et la culture masculine de l'organisation syndicale, s'approprier les codes, les pratiques et les valeurs d'un militantisme pensé au masculin. Quant aux familles et aux camarades de lutte, ils ont joué un rôle ambivalent, se révélant tantôt pourvoyeurs de ressources, tantôt des institutions de contrôle sur leur mobilité. Sans minimiser la confrontation avec les institutions patriarcales, les obligations familiales et les interdits qui ont traversé leur quotidien, l'indépendance, l'autonomie, comme le droit d'avoir une vie en dehors du foyer, ont fait partie de leurs aspirations et de leurs conquêtes. Elles sont ainsi parvenues à faire avancer leur cause. Cependant, ces gains ont été contrariés par des retours à l'ordre du genre à l'issue des luttes. Dans des phases de reflux de mobilisation, les espaces de liberté se sont rétrécis et les conditions de vie se sont dégradées pour la majorité des ouvrières et des syndicalistes. De nombreuses ouvrières, surtout les syndicalistes,
Beaucoup plus que leurs camarades masculins dans les mêmes situations ont été licenciés et se sont retrouvés confinés au foyer. Cela met en évidence les rappels à l'ordre dans ce contexte, émanant moins des institutions publiques de répression comme l'armée ou la police que l'autorité exercée principalement par le patronat, mais aussi celle exercée par l'organisation syndicale qui les a peu soutenus face au licenciement, ainsi que par la famille. Malgré le retour à l'ordre je conclus, pardon. Malgré ces retours à l'ordre, pas forcément identiques d'ailleurs à l'ordre antérieur, ce sont des grèves en situation révolutionnaire qu'elle garde au cœur, pour reprendre les mots d'Annie Borzex et Margaret Maruani, qui ont probablement des effets durables et qu'il s'agirait désormais d'étudier sur le plus long terme. Merci. Merci beaucoup. C'est extrêmement frustrant. Le temps est réduit. Je passe tout de suite la parole à Élodie Toyon-Hibon. Nous poursuivons. Oui, bonjour, merci à toutes et à tous. Merci aux organisatrices, organisateurs. Alors moi, je voulais vous parler des violences sexuelles et des agissements sexistes au sein des organisations syndicales et de leur possible lien avec la difficulté à faire émerger certains combats, certaines luttes, s'emparer de certains outils, notamment sur le plan judiciaire. Et je crois que c'est vraiment très important parce que, Monsieur Lallemand tout à l'heure en a encore parlé. En fait, renvoyer les femmes à la sphère privée finalement, c'est-à-dire à la sphère non publique, en faisant en sorte qu'elles ne puissent plus avoir accès aux syndicats, c'est leur interdire un levier politique et c'est leur interdire de régler leurs propres problèmes, leur propre situation. Donc j'ai voulu prendre un exemple qui soit suffisamment concret et parlant et qui me semble symptomatique en fait de la difficulté qu'ont les syndicats encore aujourd'hui à s'emparer concrètement du sujet des violences sexuelles et des agissements sexistes dans la fonction publique ou dans les entreprises, et que je lis avec leurs difficultés ou leur incapacité, je ne sais pas, à régler ces problèmes en leur sein. Puisque en fait on peut dire, si on n'arrive pas à faire le ménage chez nous, on peut pas faire le ménage en fait dans le patronat, c'est la règle de base. Donc j'ai pris 2 exemples pour faire une petite recherche. Ce qu'on appelle donc en droit du travail l'action en substitution, l'action en intervention volontaire. Donc c'est les articles L 1154.1 et 2, 1153.1 du Code du travail et 2132.3, d'accord. Donc, je ne vais pas développer ces 2 modalités d'action différentes. Enfin, c'est pas le but de vous faire un cours de droit. Mais j'ai cherché, en fait, quels étaient, dans la jurisprudence, c'est-à-dire dans les décisions de justice, les exemples qu'on pouvait trouver où les syndicats, en fait, s'étaient engagés concrètement en utilisant ces outils à leur disposition, aux côtés des femmes victimes de violences sexuelles dans l'entreprise. Et j'ai été à la fois surprise et pas surprise. Il y a, en fait, extrêmement peu de décisions. Autant c'est un outil qui reste encore assez naturel pour les syndicats sur des questions qui concernent, on va dire de manière transversale, le temps de travail, le travail dissimulé, les inégalités entre catégories socio-professionnelles dans une même profession, etc. Autant c'est très difficile de trouver en fait des exemples où un syndicat va s'engager concrètement sur des sujets de harcèlement sexuel au niveau judiciaire. J'ai trouvé, ça n'étonnera pas celles et ceux qui la connaissaient bien, évidemment, un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 23 janvier 2019 qui était porté par feu Emmanuel Boussard-Verrecchia, donc qui concernait un syndicat CGT d'assaut, dont l'action, en fait, sur la question du harcèlement sexuel qu'avait vécu une salariée non syndiquée, a priori, était recevable et avait prospéré. Et puis j'ai trouvé aussi récemment, alors c'est une exception, un arrêt de la Cour d'appel alors je sais jamais depuis le temps si on dit Riom ou Rion, du 13 février 2024, qui pour la première fois à ma connaissance vient reconnaître que le manquement à l'obligation de sécurité et l'absence de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel porte préjudice à l'intérêt collectif. Et là, il faut voir que c'est vraiment quelque chose sur quoi les syndicats devraient travailler énormément, parce que pour l'instant, et c'est symptomatique, les violences sexuelles vécues par les salariés ou les fonctionnaires ont toujours été considérées comme relevant d'un intérêt
individuelle et ne portant pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession, ce qui est quand même absolument ordinaire. Donc, je me suis dit, bah, pourtant, c'est quand même étrange qu'on ait si peu de jurisprudence, mais vraiment, j'ai fait une première recherche fouillée, ben, il n'y a pas grand-chose, et je pense que s'il n'y a pas beaucoup, c'est parce qu'on s'en empare pas beaucoup. Pourtant, on sait que les féministes au sein des différentes associations essayent de passer, bien sûr, hein, par la fenêtre quand on nous jette par la porte. Donc, elles se mobilisent sur les enquêtes internes en entreprise, sur les risques psychosociaux, les DUERP, l'obligation de sécurité, les droits d'alerte, la cartographie des risques. On essaye de s'emparer de plein d'outils qui sont d'ailleurs des outils juridiques un peu déconsidérés hein, dans la grande famille du droit du travail. Mais sinon, il y a pas grand-chose. Et pour me donner un point de comparaison, j'ai tapé en fait les mêmes mots-clés de recherche que ceux que j'ai tapés pour les syndicats. En changeant syndicat par Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, donc AVFT, qui est une association avec laquelle je travaille depuis 15 ans, qui va fêter ses 40 ans. Et là, boum, par contre, on a eu vraiment des dizaines d'arrêts de cours d'appel ou de cours de cassation où l'AVFT est intervenante volontaire, en fait, aux côtés des femmes qui sont victimes de violences. Donc, ma question essentielle, c'était est-ce qu'il y a un lien entre les violences internes et cette incapacité à se porter judiciairement aux côtés des femmes victimes de violences? Moi, je pense évidemment que oui. Donc, évidemment, je rappelle très rapidement que le syndicalisme, historiquement, il est masculiniste, il est opposé aux luttes féministes. Mais ça, ici, je pense que tout le monde le sait. Hein. Moi, je parle souvent dans les formations que je donne de l'affaire notamment Georgette Vacher dans les années 80, qui est cette militante responsable départementale de la CGT qui finit par mettre fin à ses jours en laissant une lettre d'adieu complètement déchirante où elle dit c'est la fin de mon histoire d'amour, d'une grande histoire d'amour avec la classe ouvrière, parce qu'elle était en but quand même à des mécanismes sexistes extrêmement forts. Avant ça, il y a eu l'affaire Emma Couriot, etc. Parce qu'on a aussi, je pense, on repose encore sur une vision peut-être erronée de la lutte des classes. Nous, ce qu'on entend souvent, en fait, quand on intervient dans les syndicats, etc., c'est « oui, mais bon, participer au règlement des violences sexuelles en entreprise, ça veut dire prendre le risque de faire licencier des salariés, donc c'est se mettre du côté du patronat, donc on trahit notre mission de défense des intérêts ». Bon, moi, je rappelle toujours effectivement que l'homme le plus opprimé peut toujours opprimer un être qui est sa femme et qu'elle est la prolétaire du prolétaire, donc c'est Flora Tristan. Et puis, c'est évident qu'il y a ces stratégies virilistes hein, que Sylvie Cromer et Dominique Lemaire rappellent bien dans leur travail qui était paru au Cahier du genre, c'est-à-dire que pour supporter des conditions de travail opprimantes, les hommes ont été conduits à adopter des stratégies très virilistes qui ont fait aussi barrage et qu'on retrouve culturellement en fait dans les syndicats. Il y a une grande incompréhension certainement de la nécessité de lutter, de ce que sont les violences, etc., etc. Il y a, je pense, le fait aussi que plane toujours un peu un soupçon, en fait, hein, si je me rapporte à des travaux comme ceux de Marie-Victoire Louis ou Paola Tabé, un soupçon en fait sur le fait que il y aurait une espèce de similitude en fait finalement entre le travail prolétarisé salarié des femmes et la prostitution. Et donc, ça vient jeter aussi le discrédit, finalement, sur le travail salarié des femmes et sur leur possibilité, finalement, ensuite d'agir syndicalement. Et ce soupçon, on le retrouve y compris sous la plume de juges. Je vais faire référence ici à une ordonnance de non-lieu de décembre 2018 du tribunal judiciaire de Grenoble, où une juge d'instruction nous a refusé la qualification de viol sous contrainte économique, puisque la salariée donc avait été victime de violences sexuelles et ne les avait pas dénoncées tout de suite parce qu'elle avait besoin de son salaire, que plus elle était violée, plus son patron la payait. Voilà, l'augmenter hein, systématiquement. Ok. Et la juge avait dit ah ben non, le viol sous contrainte économique en France, ça n'existe pas, ça n'est pas dans le code pénal. Et vous vous rendez compte, si on reconnaissait que ça existait, il faudrait punir, elle l'a écrit, il faudrait punir les clients des prostituées qui agissent presque toutes nécessairement sous contrainte économique, parce qu'alors on pourrait dire qu'ils commettent des viols. Voilà. Et il y en a malheureusement beaucoup d'autres.
Vous avez vu récemment, alors je précise, la plupart des personnes qui sont rapidement citées sont présumées innocentes parce qu'elles ont fait appel, parce qu'elles n'ont pas été condamnées, etc. Mais vous avez bien vu les affaires récentes de violences sexuelles, de harcèlement, d'agression, de viol qui ont traversé la plupart des organisations syndicales, hein, l'affaire Hébert, l'affaire Amar, l'affaire Vicelli, qui va donner lieu d'ailleurs à un procès en diffamation contre une des syndicalistes qui avait dénoncé les violences en interne dans son syndicat. Malheureusement, tout ceci qui illustre encore donc à la fois la persistance des violences et la difficulté, voire l'impossibilité, voire l'incapacité des organisations syndicales à s'en emparer, qui a conduit d'ailleurs beaucoup de militantes féministes, syndicalistes parfois de longue date, à quitter les organisations syndicales parce qu'elles en avaient assez de ne pas être soutenues, de ne pas être défendues, pour fonder notamment un nouveau collectif donc qu'elles ont appelé Resifem. RESYFEM. Et elles disent donc que cette rencontre est née en fait du constat frappant des similitudes entre les situations vécues par ces militantes, de mécanismes analogues aussi bien dans la manière dont les agresseurs procèdent et se défendent que dans la manière dont les organisations syndicales ne parvenaient pas à prendre en charge ces violences. Si les syndicats peuvent mettre en avant des sujets féministes quand il s'agit de pointer du doigt les violences commises sur le lieu de travail, c'était beaucoup plus compliqué lorsqu'un syndicaliste était l'agresseur. Donc, en conclusion à ce stade, puisque je vous l'ai montré rapidement, des portes juridiques sont ouvertes pour que les syndicats, en fait, se mobilisent sur ce sujet qui est un sujet essentiel. Tout le monde sait que quand on est victime de violences de genre, d'agressions sexuelles, de violences sexistes dans une organisation syndicale, moi je suis syndiquée depuis des années, depuis toujours, on ne reste pas. Ou alors on reste et on se tait. Mais ce que je constate, moi, c'est que beaucoup de camarades ont fini par claquer la porte. Et donc, il faut que les syndicats se positionnent plus fermement, plus clairement en leur sein contre ces agissements sexistes et ces violences sexuelles. Et j'ai fini. Bon, ben, je voudrais vraiment vous remercier. J'ai découvert aussi, je pensais que TGS et le MAJ avaient toujours existé quasiment, puisque vous m'avez accompagnée depuis le début de la thèse et je ne savais pas en fait que j'étais en train de lire les premiers numéros. Enfin, en tout cas, parmi la première décennie de numéros. Donc, c'est aussi, je veux vous remercier aussi parce que ça veut dire que vous avez accompagné énormément et de façon pionnière immédiatement en fait. Donc je voudrais maintenant parler des luttes écoféministes, en fait des mobilisations écoféministes et qui parlent d'un point de vue de sociologie du travail, puisque je suis sociologue du travail et du genre et donc aussi pour connecter avec Margaret Marouani et donc parler des alternatives rurales radicales du point de vue donc de la sociologie du travail, des professions et du mode de vie, mais aussi du coup rendre hommage à un numéro de travail genre et société qui a été publié en 2019, co-dirigé avec Marlène Banquet, dans lequel il y a Constance Rimlinger qui a travaillé sur les féministes des champs, Isabelle Cambourakis sur des groupes militants anti-institutionnels, ou Aurore Cochelin sur la gynécologie alternative, ou Bénédicte Zitouni sur des militantes. Un groupe, sur des militantes antinucléaires. Et en fait, je voudrais ici mettre en évidence un rapport à l'emploi et au travail qui est issu de la contre-culture, qui hérite elle-même des communautés anarchistes étudiées aussi par Michel Lallemand et qui consiste précisément à quitter le salariat ou ne pas y rentrer ou à bifurquer et à en sortir afin d'exercer des activités qui correspondent un engagement écologique et féministe en fait assez important et au risque d'aller à contre-courant du mot d'ordre du MLF consistant à s'émanciper par le travail salarié et à faire carrière. Autrement dit, à exercer un travail contre rémunération monétaire et donc à viser à monter dans l'échelle de prestige des métiers. Or moi, les enquêtés, les personnes, les femmes que j'ai rencontrées, mais aussi les groupes militants s'inscrivent dans une autre perspective. Donc, je vous donne
un panel des activités concernées. Hein. C'est des activités qui concernent la petite agriculture, l'artisanat, l'éco-construction, la médecine alternative, des métiers artistiques et puis évidemment le militantisme associatif écologique et qui donc ne repose pas nécessairement sur le salariat, mais beaucoup sur le statut d'auto-entrepreneuriat, mais aussi en tant que salarié, mais en tant qu'associé détenant le capital de l'entreprise de Scope, hein, des sociétés coopératives et participatives, et donc avec une très 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 faible représentation syndicale. Sinon, dans le syndicat de la Confédération paysanne ou à la Confédération générale des Scopes. Alors ce mouvement, en fait, il a été, qui est donc des femmes hein, qui travaillent, qui œuvrent, mais qui semblent ne pas avoir le statut d'emploi et en tout cas pas les carrières conventionnelles qui sont appelées comme une manière de lutter contre le patriarcat du travail hégémonique, on peut dire. Il a été théorisé par le mouvement écoféministe dès les années 70-80, notamment par Françoise Daubonne, qui est notre écoféministe française historique et qui fait un travail qui est très très proche, qui est dans le mouvement de libération des femmes, mais qui ajoute une dimension assez importante puisqu'elle fait de l'exploitation salariale, qui est très contestée au moment des années 70. Le salariat était considéré comme l'exploitation. Elle fait un lien avec l'exploitation patriarcale, hein, les patrons sont des hommes, mais elle fait un lien aussi avec l'exploitation de la nature. Et donc, la nature est rendue inerte et considérée comme une matière inerte, de la même manière que les femmes sont traitées des matières inertes qui seraient remodelées et, par les patrons patriarches. Et donc, en fait, ce travail théorique écoféministe, c'est aussi un travail militant, puisque Françoise Daubonne est une écrivaine militante anti-nucléaire. Et donc, ce qui est assez important, c'est que cette réflexion critique sur le salariat, en fait, ça tient aussi à des militantes écoféministes qui ont une autre trajectoire féministe et une autre trajectoire en matière de carrière. Je pense notamment à Veronika Benol-Thomsen, qui est une écoféministe allemande, qui a été éleveuse, qui a été vraiment agricultrice. Je pense à Maria Mies, qui est fille d'agriculteur, qui a été fille de ferme et qui a découvert le féminisme en Inde en travaillant sur justement le travail des femmes indiennes. Je pense aussi à Vandana Shiva, en fait, qui est militante écologique et qui a donc met beaucoup en tout cas en évidence son éducation forestière et sa grande sensibilisation à la lutte Chipko, qui est la défense par des femmes forestières des arbres de leur forêt. Il y a évidemment aussi Silvia Federici, que vous connaissez probablement davantage, qui a travaillé sur ce sujet très controversé, dont il a été question évidemment à Travail, genre et société, de Wages for Housework, c'est-à-dire la rémunération du travail féminin. Mais ce qui est extrêmement intéressant, je ne sais pas si on voit ou pas derrière, c'est que ce qui est intéressant dans l'élargissement que propose l'approche écoféministe, c'est de considérer, mais vraiment dans la droite ligne du féminisme, toutes les activités humaines et de ne pas séparer le travail productif et reproductif. Et ça, je pense que c'est vraiment un lien très fort avec tout le combat, notamment par Margaret Marwani, mais le mouvement féministe plus largement, c'est-à-dire de ne pas de considérer travail productif et reproductif ensemble, mais en dénaturalisant en revanche la notion de travail domestique. Et ça, c'est un point assez important parce que ça les conduit à relire l'histoire autrement, c'est-à-dire à s'effarer de la naissance, de l'invention de la femme au foyer, et donc à mettre l'accent sur une autre histoire, peut-être Michel Perrault en reparlera, mais qui est l'invention de la société de consommation-production et qui va donc inventer un travail domestique qui est un travail de consommation, puisqu'il s'agit, pour assouvir des besoins primaires au sein de familles, mais
également sur la scène du travail de prendre un équivalent monétaire pour acheter de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi, y compris du temps de travail pour s'occuper des enfants. Et donc, va s'inventer cette femme au foyer seule, dans un foyer dépeuplé. Et donc, elles vont avoir un autre critère en fait d'évaluation de cette histoire en comparant les sociétés modernes et donc aussi avec l'invention du salariat aux sociétés paysannes. Et aussi aux peuples autochtones, elles sont vraiment un forte prisme aussi décolonial. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est cette pyramide-là que je trouve vraiment, vraiment intéressante, c'est un iceberg. Et c'est en fait la théorisation de Veronica Bennell-Thompson et Maria Mies qui permet vraiment, dans un même schéma, en fait, de montrer que le capital, en fait, avec le salariat et puis sous contrat de travail, ne représente qu'une partie infime de la majorité des activités humaines à l'échelle planétaire, qui est principalement, évidemment, s'appuie sur un milieu naturel, mais aussi, à l'époque, il n'y avait pas le terme de sud, mais les colonies internes et externes, le travail domestique, et le travail des paysans. Et donc, on assiste à une conceptualisation du travail en général, mais aussi du travail domestique comme inséparable du travail paysan qui se trouve en fait en bout de chaîne puisqu'il faudra toujours qu'il y ait une activité d'extraction, de travail et de transformation de matières nourricières pour l'activité productive et reproductive. Ce qui donc amène ces sociologues qui sont aussi des activistes écologistes, altermondialistes, en fait à avoir une approche dès les années 80 complètement décoloniale, puisqu'elle ne déconnecte pas l'accès des femmes au travail salarié en tant que cadre à la possibilité d'achat de biens manufacturés et de services qui vont être produits dans les pays du Sud à moindre coût par des ouvriers et des ouvrières qui sont payés à moindre coût précisément parce qu'il y a encore des femmes et des paysans qui accomplissent un travail de subsistance en nature non monétarisé qui autorise les capitalistes à payer à moindre coût cette masse salariale et qui vit encore beaucoup de ce qu'on appelle de travail informel et qui nous revient sous forme d'équipements ménagers, mais pas que, évidemment, et qui donc là va pouvoir lancer des formes d'émancipation des femmes. Et donc elles ouvrent littéralement une sorte d'économie monde. En fait, la libération et l'émancipation des unes se fait sur le dos de qui et avec quelle autre souffrance, autre violence. Et donc aussi pour établir des continuités avec ce qui a été dit, elles mettent en évidence vraiment des violences en fait sexistes, sexuelles au travail, mais aussi dans les foyers au moment où on passe des sociétés de subsistance aux sociétés de consommation, puisque à la faveur de cette mutation profonde en fait de l'organisation du travail au sein des foyers, où le travail de subsistance pouvait avoir une véritable reconnaissance, le travail des femmes, puisqu'il y a une forte division au genre du travail, va se trouver dévalué. Et donc, je ne sais pas le temps qui me reste, mais ce que je voulais dire, c'est que pour aussi connecter avec l'attention sémantique de Margaret Mariwany, je trouve important en fait aussi de continuer à renouveler en fait nos cadres conceptuels, mais aussi les termes qu'on emploie. Et donc, dans mon cas, par exemple, dans le travail reproductif, j'essaie de distinguer en fait deux formes qui sont d'un côté le travail domestique de consommation, et je préfère le préciser comme ça, c'est qui implique, c'est un travail, hein, la consommation, il y a beaucoup de transformations, c'est des activités d'achat, c'est un travail extrêmement pénible. Et de l'autre côté, le travail de subsistance, qui est une opération économique assez différente. Parce qu'en fait, tout simplement, déjà, c'est une possibilité, c'est connecté déjà à un milieu nourricier, puisqu'en fait, la subsistance a besoin d'un territoire et de matière. Et le travail de subsistance a une capacité, en fait, à pouvoir créer toute sa chaîne de production, c'est-à-dire de se reconnecter aux personnes qui font les outils, de fabriquer ses propres outils, mais aussi de fabriquer des matières en capacité de renouveler d'autres matières et donc de ne pas passer par l'opération d'achat. Les semences étant la chose la plus évidente, mais en tout cas, on peut dire que c'est du coup le travail du subsistance a la possibilité de multiplier, de renouveler les matières, peut-être et aussi sans passer du coup par une activité tenue par les hommes et donc par le patriarcat. Donc en
fait, ça dicte des formes d'émancipation. Pour autant, il ne s'agit pas d'être chanté et de dire que le retour aux sociétés de subsistance, qui est aussi un idéal porté par les années, la contre-culture, le mouvement anti-institutionnel, est un avenir et un horizon radieux. Et ce n'est pas pareil. Il faut distinguer le travail de subsistance en société de consommation, qui est un luxe, au travail de subsistance contraint dans des lieux de guerre contre la subsistance dans les pays du Sud. Donc ça, c'est la première chose importante. Deuxième chose, je pense qu'il faut s'équiper, et là aussi, je voudrais rendre hommage au travail de Margaret Mariani et du MAGE, c'est-à-dire d'outils comptables, féministes. Moi, je fais de l'ethno-comptabilité, c'est-à-dire que je travaille sur des groupes hyper alternatifs, anti-institutionnels, mais je compte du temps de travail, des sommes d'argent qui transitent pour débusquer des reconductions de domination qui, évidemment, n'échappent pas aux groupes, fussent-ils anticapitalistes ou même féministes. Et donc, je pense que c'est très important, méthodologiquement, de continuer à tenir des budgets temps et d'avoir ce niveau méso de comparaison aussi avec des grandes enquêtes type INSEE et des micro-enquêtes pour renseigner des groupes minoritaires aussi utopiques soient-ils.